J'ai une vingtaine de slides. Je pense qu'en 40 minutes, on est bon. À péter. Je peux aller plus vite, plus lentement, vous me dites ce qui vous va. Voilà, globalement, là on va s'intéresser plus à la météo à plus grande ampleur. Je sais plus trop à quel point c'est enseigné dans les écoles ou pas. Dans tous les cas, ça remonte quand même souvent un certain temps. L'idée, c'est de parler d'abord de la circulation atmosphérique. Qu'est-ce qui se passe sur Terre pour que l'air bouge et comment ça bouge. Ensuite, on va redescendre un petit peu d'une échelle. On va revenir sur les perturbations, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et on va parler rapidement des brises, parce qu'en général, vous êtes beaucoup plus familier avec ce qui se passe au niveau des brises qu'à plus grande échelle. C'est votre bouton. Globalement, qu'est-ce qui se passe sur Terre? On a de l'énergie qui est apportée par le Soleil, qui vient réchauffer la Terre différemment selon les latitudes. Et on voit qu'on a un déséquilibre. On a beaucoup de radiations qui arrivent, enfin de rayons en tout cas, pardon, qui arrivent vers l'équateur. On en a beaucoup moins au pôle. Salut. Et du coup, on a un déséquilibre thermique. On a une énergie qui est présente plus vers l'équateur et qui va pouvoir se diffuser parce que la nature n'aime pas les déséquilibres. Qu'est-ce qui se passe? On a la lumière du soleil qui arrive. Il y en a une partie qui est réfléchie par les hautes sphères, on va dire, de l'atmosphère. Il y en a une partie qui est réfléchie aussi par les nuages. Et il y en a une partie donc, qui atteint la surface. Là, on a un chiffre d'environ 54,4%. Ça va varier des régions, des jours, etc. Mais voilà, ça donne une idée. Et on a une partie qui, une fois avoir atteint le sol, sera réfléchie de nouveau vers le sol par ces mêmes nuages. Donc on a globalement un apport d'énergie sur Terre, parce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, par le Soleil, qui vient réchauffer d'abord le sol, puisque c'est ce qui va être impacté en premier. Et ce sol va renvoyer une partie de la chaleur vers le haut, soit sous forme de rayonnement, soit par conduction sur les premières couches de l'air. Ça nous permet de maintenir sur Terre une température moyenne, je parle bien moyenne sur tout le globe, de 15 degrés, ce qui fait qu'on a de la vie sur Terre. Sans cette atmosphère avec un gaz à effet de serre, on serait beaucoup plus froid, on serait dans des températures négatives, et sans doute qu'il y aurait un petit peu moins de vie sur Terre. Globalement, donc c'est ce que je disais, on a les rayons du soleil qui viennent, qui tapent le sol réchauffe par conduction la couche d'air qui est en contact avec le sol. Sur environ 100 mètres, c'est un estimatif, ça va varier d'un lieu à un autre, mais la logique reste la même. Et au-dessus de 100 mètres, c'est là où on va commencer à avoir des petites bulles qui vont se détacher. Je ne sais pas si vous vous souvenez des lampes à lave là, qui existent avec de l'huile au fond qui va chauffer, etc. Ça fait exactement cet effet au début. On va vraiment avoir une zone où il va y avoir un élément déclencheur qui va faire qu'on va remonter et cette bulle d'air chaud, donc plus léger que l'air qui l'entoure, va remonter. C'est la même chose qui fait voler les montgolfières pour ceux qui en font, etc. C'est cette même logique. Donc à partir du moment où on est sorti de cette zone d'environ 100 mètres, on est dans les phénomènes de convection et c'est ce qui va permettre à grande échelle de mélanger toute l'atmosphère. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère globalement? Nous, on s'intéresse surtout à la troposphère, puisque là en bas, déjà c'est là où on est, et surtout, c'est là où on va considérer qu'on a environ une perte de 2 degrés tous les 300 mètres, ce qui correspond à peu près à 1000 pieds. L'idée, c'est que pour nous, on considère des chiffres faciles, ça permet d'appréhender les choses de façon simple. On va voir tout à l'heure avec les hémagrammes et d'autres éléments qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Il va y avoir des jours où il va y avoir une évolution de la température avec l'altitude qui va changer. Mais voilà, en atmosphère standard, on va avoir cette variation de température. On a plus loin des zones de l'atmosphère qui vont nous directement un peu moins nous intéresser, mais que je trouve quand même très intéressantes. On a la stratosphère où on a toute une zone où la température va rester stable, puis décroître avec l'altitude, ce qui est donc l'inverse de ce qu'on a dans la troposphère. Ensuite, on va remonter en température dans la mésosphère, et ensuite, on va petit à petit redescendre... pardon, j'ai dit l'inverse. Exactement, merci. Du coup, on remontait dans l'eau de la stratosphère, je trouvais ça bizarre aussi. Ça redescend dans la mésosphère, et ça remonte dans la thermosphère. Alors, pourquoi ces variations? Ça vient du type d'atomes qui sont présents à différentes altitudes. Qui vont plus ou moins être réceptifs de l'énergie qui passe à travers via les rayonnements solaires. Mais voilà,
En gros, la gravité terrestre fait que les atomes les plus lourds et 90% on va dire de l'atmosphère se retrouvent au plus bas. Et plus on remonte, plus on a différents atomes et surtout molécules pardon, qu'on trouve là. Donc nous, ça nous intéresse un tout petit peu moins au-dessus de la troposphère. La troposphère, elle fait, au pôle, je crois qu'on donne les chiffres comme 8 km. Vers l'équateur, elle est beaucoup plus haute. Elle monte jusqu'à 16, il me semble. Et voilà, une moyenne de 11, je l'avais noté là-bas. Donc à petite échelle, on a l'habitude, les nuages de convection vont matérialiser en atmosphère humide les convections du sol. Donc on a l'air au sol pardon, qui est réchauffé, qui s'élève. On va créer nos nuages de convection et c'est ce qui va nous donner les cumulus de beau temps ou alors les cumulus qui vont développer un peu plus en orage, les cumulonimbus et toute cette famille de cumulus. Donc ça c'est au niveau du sol. Si on regarde, on a la même chose à l'échelle de la Terre, avec une échelle un peu exagérée ici, mais l'idée c'est qu'à l'équateur, on va avoir ce même phénomène d'air chaud qui va vouloir s'élever, qui est très humide en général, parce qu'on a une bonne partie d'océan en dessous qui vient l'alimenter. Et cet air chaud, une fois qu'il est monté, qu'il s'est détendu, qu'il a atteint une altitude à laquelle l'air avait la même densité que lui, il s'arrête. Et puis, parce que les choses qui montent doivent redescendre, même en parapente, ça s'éloigne et ça redescend un peu plus loin, donc dans les zones un peu subtropicales. Et à cet endroit-là, il a déjà perdu toute son eau dans le nuage, il redescend, il a tendance à être sec, et c'est là on a toutes les régions subtropicales, les déserts et les choses comme ça. Donc ça, on voit bien cette zone un peu intermédiaire, où on a vraiment l'apport de chaleur, les températures très très marquées ici, et puis des petites couches qui refroidissent plus on s'éloigne de l'équateur. Donc ces cellules, si on les regarde en coupe, donc là on a le pôle nord en l'occurrence à gauche et l'équateur sur la droite. Là on voit qu'on a une grosse cellule au niveau de l'équateur avec une cellule de convection ici sur la cellule de Hadley qui redescend un peu avant le 30e degré nord. Ça va varier selon le moment de l'année, le moment de la journée même. Voilà, les conditions vont varier. On verra plus loin dans un schéma comment ça varie. Mais l'idée, c'est que c'est à peu près par là que ça redescend. On a une nouvelle cellule qui remonte ici au niveau du 45e. On notera que nous, on n'est pas très très loin du 45e. Donc on verra qu'est-ce qui se passe pour nous. Et ça redescend sur cette bulle d'air froid qui retourne vers les pôles, puisque on a cette espèce de cap polaire qui est un réservoir d'air frais sur Terre, qui va en permanence être réchauffé par échange avec la cellule de Ferrel, mais qui globalement va être vraiment la réserve de... Enfin, du coup, il y en a deux, les deux réserves d'air frais sur Terre. Et la circulation atmosphérique à l'échelle de la planète, c'est vraiment une lutte entre l'air chaud qui est présent et cette chaleur qui est apportée par le soleil au niveau de l'équateur, qui essaye de se diffuser, mais qui ne se diffuse pas plus vite que de la nouvelle énergie arrive. Et du coup, voilà, c'est toujours cette perpétuelle... La Terre essaye de compenser et d'uniformiser, et pendant ce temps-là, le soleil la réchauffe et dit non, non, moi j'en mets que là. Donc voilà, c'est un peu cet échange. Globalement, on parle aussi des vents. On se souvient que la Terre tourne. On a un effet Coriolis qui donne un effet sympathique, qui fait que ces courants ascendants au niveau de l'équateur vont remonter, et en remontant vont aussi se décaler vers l'ouest. Du coup, on a les alizés, typiquement au niveau de l'équateur, qui ont tendance à aller vers l'ouest. Oui, c'est ça, vers l'ouest. Les vents baissent, mais qui vont vers l'ouest. Et ensuite, en redescendant à des latitudes un peu plus lointaines, on voit que, forcément, si ça va dans un sens à un endroit, il faut que ça compense dans l'autre sens. Et on a des vents d'ouest qui viennent de l'ouest, qui vont vers l'est, à des latitudes un peu plus lointaines. Donc si vous vous posiez la question de pourquoi il y a des vents dominants, c'est vraiment à cause de cette rotation de la Terre. On a non seulement des vents qui, forcément, quand je tourne par ici et que je vais par là, ça me décale, mais on a aussi des vents dans l'autre sens parce qu'il faut bien redescendre plus loin et venir réalimenter tout ça. Globalement, si on reprend à l'échelle de la planète, on a donc ici au centre les alizés qui vont donc de l'est vers l'ouest.
On a ici tout un tas d'anticyclones et de dépressions, je reviendrai dessus, mais on a un jet qui passe entre les deux, qui fait le bonheur des avions. On a un jet polaire qui, lui, se situe un peu plus loin, un peu plus haut, et un peu plus régulier, il a tendance à être plus marqué. Et ensuite, on a dans la cellule polaire des vents polaires de l'Est. Globalement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ces circulations de cellules? Ce que tu avais les circulations de jet, Margot, c'est quoi du coup? C'est dû à quoi? C'est les jet streams? Ouais. C'est ça la question? Ouais. C'est dû à... on a, au niveau de ceci, on a vraiment juste un passage entre les dépressions anticyclones qui vont tourner toujours dans le même sens, et du coup l'air va être entraîné par celui-ci dans ce sens-là, et par celui-là dans ce sens-ci. C'est vraiment comme t'imagines un fil qui passe entre des engrenages. Okay. Forcément, ton fil il va être guidé entre chacun. Et celui-là, c'est vraiment dû à Coriolis. C'est vraiment la rotation de la Terre qui va faire que... j'ai pas le schéma qui représente très bien ça. En gros, il va se faire happer entre la cellule polaire et la cellule de Ferrel, et on va avoir un écoulement dans ce sens-là. Un petit zigzag entre dépression et anticyclone. Ouais, globalement, bon après, là, elles sont parfaitement bien régulières, établies, etc. Mais voilà, en réalité, c'est un peu moins structuré que ça. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est bon ? On en vient à qu'est-ce qui se passe localement. On l'a vu il y a quelques slides, il y a des variations de température entre l'équateur et les hémisphères, mais c'est pas régulier, on n'a pas une ligne nette où on vient s'arrêter d'un coup, et là ça y est, on passe à la catégorie de température suivante, et puis ensuite on refroidit encore et on passe à la suivante. C'est un peu plus complexe que ça, et c'est là où interviennent les perturbations qui avec lesquelles on est plutôt familier, parce qu'en général, ça nous intéresse. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple du pôle Nord, avec en dessous donc les latitudes, nos latitudes à nous, où on a une cellule un peu plus chaude que les pôles, et un peu moins chaude que l'équateur. Donc on a chaud, moins chaud, froid, globalement. Tout est relatif dans les températures que je donne, hein, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on va avoir une remontée d'air chaud dans la masse d'air froid, et du coup, par inverse, si je viens pousser par ici, forcément, ce que je pousse, ça redescend un peu. Donc ça fait une espèce de yin-yang, typiquement, et on vient mélanger les deux masses d'air. Donc on a les fronts chauds et les fronts froids, front chaud, front froid. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a ici, on voit bien dans la deuxième image, la remontée, je vais pointer avec ça, la remontée de l'air chaud dans l'air froid. On a ici cette zone qui est plus chaude que ce qui l'entoure. On le voit très bien dans ce schéma-là. On a le secteur froid ici qui est avant. Non, pardon, je vais reprendre dans l'ordre. Si nous, on est à ce point-ci, on va d'abord voir l'air frais qui est là, puis l'air un peu plus chaud va arriver, le secteur chaud, et derrière, le secteur froid, la traîne. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que localement, on a vraiment cette remontée d'air chaud qui vient ici se mélanger. Localement, on a des mélanges via les nuages, etc. Je viendrai au slide plus loin expliquer ce qui se passe. Et cette bulle d'air chaud qui est remontée dans la masse d'air froid, elle vient échanger sur les deux fronts, le front chaud comme le front froid. Elle vient échanger de la température, de l'énergie, avec les masses d'air qui l'entourent, et petit à petit, ça va s'équilibrer, et jusqu'à ce que ce soit complètement équilibré, typiquement ça se passe dans l'occlusion. Là, ça se mélange encore plus, et on revient à un état comme avant, avec la dépression qui est là, et on a deux masses d'air plutôt délimitées et stables. Globalement, pourquoi on a un mélange comme ça? C'est que l'air, on considère qu'il fait des échanges adiabatiques avec quasiment tout, c'est-à-dire qu'il ne va pas échanger par conduction avec la masse d'air qui est à côté. Il faut vraiment qu'il y ait un mélange mécanique où les deux viennent se croiser, se mélanger littéralement, pour qu'il y ait un échange thermique entre les deux.
Globalement, j'ai pris cette image-là, c'était début février, c'était le 7 février. On voit que on a vraiment ce phénomène de la masse d'air froid ici qui remonte de l'Afrique du Nord sur l'Europe, la masse d'air chaud, pardon, qui remonte de l'Afrique du Nord sur l'Europe, plus loin, et qui vient sur la côte est du Groenland. On a cette dépression qui est bien marquée. Et du coup, voilà, on visualise bien. Là, j'ai affiché les températures. C'est un outil que vous connaissez sans doute avec Windy. Là, j'ai affiché les températures. Donc, on voit vraiment bien les masses d'air qui viennent se mélanger. Et si on regarde, c'est le lendemain, le 8, à peu près à la même heure. On a toujours la masse d'air. Je vais penser avec ça. On a toujours la dépression qui est ici. Par contre, cette masse d'air ici qui était chaude, on voit qu'elle a une température qui a quand même viré un peu plus au violet qu'au vert. Et en fait, il y a eu un équilibre des températures entre la masse d'air froid qui a croisé la masse d'air chaude, et on obtient une masse d'air tiède, appelons-la comme ça, qui vient ici. Donc c'est vraiment la visualisation de ce phénomène de mélange local. Et donc ça, je vous ai donné un exemple ici, mais ça se passe un peu plus loin, je sais pas, de l'autre côté, vers l'Australie, ça se passe aux US, ça tourne, ça change, des fois ça se passe ici, des fois ça se passera là, enfin voilà, ça se mélange un peu partout. Il y a des influences des courants de l'eau, mais je ne vais pas venir dessus parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Et globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est au niveau du sol, les températures qu'on relève. Si on monte à 5000 mètres, on voit de nouveau le même effet, mais on est en dehors des influences du sol, en dehors des influences des océans, des courants et autres. Et on est juste dans l'écho de ce qui s'est passé au sol. Et on voit ici une occlusion qui est en train de se fermer. Je vais arriver à le pointer, voilà, par ici. Avec, pareil, cette masse d'air chaud qui est remontée dans la masse d'air froid. Alors, je parle toujours de masse d'air chaud, de masse d'air froid, on est d'accord, à 5000, on est beaucoup plus froid qu'au sol. Là, les températures que j'ai, on est dans du moins 10, et le violet, il est en dessous de moins 20. Donc voilà, on est bien frais. Et donc on voit bien l'occlusion qui se termine, et qui finit de dissiper avec ce tourbillon qu'on peut retrouver dans l'eau, qu'on peut retrouver dans tous les liquides qui se mélangent, dans tous les gaz qui se mélangent. Globalement, à plus grosse échelle, ces tourbillons, s'ils ont l'énergie qu'il faut, dû à plein de facteurs différents, ça nous donne des ouragans ou des cyclones. Petite anecdote, on leur donne deux noms différents, mais c'est la même chose, c'est juste deux hémisphères différents, donc on leur donne deux noms différents, pourquoi pas. Donc là, dans ce schéma, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on voit bien les couleurs qui représentent les masses d'air. En l'occurrence, le rouge et c'est du jaune. C'est la masse d'air plus chaud au niveau de l'équateur. Et au-dessus, en bleu, on a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en dessous, qui sont les masses d'air, on va dire, moyennes, qui sont dans nos latitudes, et ils ne sont pas représentés les masses d'air du pôle. Est-ce que ça, c'est clair? Les mécanismes de mélange au niveau de la perturbation, pourquoi est-ce que ça vient se mélanger? Qu'est-ce qui se passe? Ouais? N'hésitez pas. Globalement, quels sont les mécanismes de mélange? Outre, mécaniquement, je viens faire un tourbillon avec mon air. Un gros vecteur thermique, c'est l'eau. L'eau dans notre atmosphère, c'est ce qui va déplacer l'eau. On va avoir les chaleurs latentes qui vont être présentes dans les créations de nuages, on va avoir la condensation, on va avoir la vaporisation, on va avoir tout ça. Et c'est l'eau qui va vraiment être vecteur thermique dans l'atmosphère. Donc globalement, ce qui se passe, normalement vous les avez tous vus, mais on a les différents nuages selon les différents fronts. Si on schématise, on a tout ce qui est stratus sur le premier front que vous voyez là à l'avant, qui a tendance à être plus allongé, plus à plat. Pourquoi? Parce qu'on a la goutte d'air froid qui va coller au sol, qui va être plus lourde, qui va être plus dense. On a la masse d'air chaud qui arrive dessus, qui va buter un peu, et du coup qui va s'élever, qui va passer dessus. C'est clairement elle qui est plus légère, donc c'est elle qui va avoir tendance à prendre cette ascendance. Et de l'autre côté, derrière elle, arrive là la masse d'air plus froid encore, qui elle est vraiment elle colle au sol et étant poussée par c'est les pressions qui font bouger tout ça, étant poussée dans ce sens-là,
elle va avoir un front qui est beaucoup plus vertical et qui a tendance à être plus instable. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'air chaud, gorgé d'humidité, puisque l'air chaud accepte une humidité relative plus importante, va croiser l'air froid en dessous. Et forcément, il y a une partie qui va condenser parce qu'on refroidit et du coup, je vais faire des gouttes. Et si je fais des gouttes, bah, je fais des nuages. Si je fais des nuages, je développe de la pluie en dessous qui vient refroidir encore ce qui se passe, etc. C'est vraiment un phénomène qui vient se... Enfin, on n'a pas toujours de la pluie quand il y a des nuages, pardon. Mais qui va avoir tendance à faire de la pluie. Et globalement, c'est ce qui va faire le début de la dépression ici. Donc, en termes de nuages, on a les nimbostratus qui est représenté ici. On a des stratocumulus. On pourrait avoir des altostratus qui sont un peu plus loin devant. On n'a pas le ciel de cirrostratus, pardon, qui a tendance à se créer avant. J'ai pas pris la bonne image, bref. Encore devant ça, pardon, par là-bas, si je pouvais écrire sur le mur, là-bas, j'aurais les voiles qui arrivent. Typiquement, quand on est en train de voler, qu'on a le voile qui vient couper toutes les ascendances, c'est ce début de front. Donc ça, c'était pour le front à l'avant. Au milieu, dans l'air chaud, bah, en général, on est tranquille, c'est sympathique. Il y a des petits cumulus, des cirrocumulus, pardon. Des altocumulus, c'est un C, oui, c'est pas un G. Ouais, c'est un C. Bon, c'est censé être un C en tout cas. Des altocumulus. Donc vraiment, on rappelle qu'il y a les deux familles. Il y a les stratus, où on voit les différentes altitudes. Stratus tout court, altostratus, cirrostratus. Et pareil, côté cumulus, on a les cumulus de base, j'ai envie de dire, aux altitudes plus basses, les altocumulus et les cirrocumulus. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. On a ça c'est un stratocumulus, ça c'est un altocumulus, et ça c'est un cirrocumulus. On retrouve encore des nimbostratus. Ouais, alors nimbo c'est pour quand il pleut. Je pense que vous l'aviez vu, mais voilà, si vous l'aviez oublié, nimbo c'est quand il pleut. Donc nimbostratus, c'est un nuage de type stratus plutôt stable, plutôt par étage laminaire, qui va créer de la pluie. Et on a le cumulonimbus, qui est là, qui lui va créer de la pluie aussi, qui est typiquement notre nuage d'orage, qui va être créé par cette forte différence de température entre l'air au niveau du sol qui a chauffé, qui a été non seulement dans cette masse d'air chaud, mais qui en plus a reçu du soleil, et qui, à l'arrivée de la masse d'air froid, va être beaucoup plus chaud que l'air froid qui est au-dessus de lui, va s'élever. On va avoir typiquement nos nuages d'orage. Et c'est vraiment le mécanisme qu'on a là. Donc, cumulonimbus. Et puis derrière, il a plu, c'est encore un peu humide, on a l'air froid qui est là, le sol qui se dit je vais commencer à réchauffer, on a une humidité qui est bien présente, et on a des petits cumulus de beau temps qui sont là. Là, ici, à gauche, c'est le front froid et à droite, le front chaud. À droite, le front froid et à gauche, le front chaud. Non, c'est l'inverse. Attends. À droite, tu as la masse d'air antérieure qui est plus fraîche que le front chaud. Ouais, c'est ça, donc c'est front chaud à droite. Ouais, front chaud et front froid, oui. Pardon. Et le front froid est plus rapide. C'est ça. Il le rattrape. Exactement. D'où l'occlusion. Tout à fait. Merci. Il le rattrape tout le temps Quasiment souvent, ça dépend, après, c'est au cas par cas, ça va dépendre de la forme après du temps. On voit que souvent il y a une occlusion. Enfin, il y a toujours une occlusion au centre forcément de la perturbation. Des fois, ça va se propager vraiment sur tout le long. Tu vas avoir les deux fronts qui vont vraiment se rapprocher, et dans ton sens, qui vont vraiment se rapprocher et qui vont vraiment se refermer l'un sur l'autre. Et des fois, tu vas avoir une petite occlusion au centre, et en fait, ça va la différence de température va s'équilibrer avant que les deux fronts aient le temps de se rattraper. Et après, tu as l'aspect par rapport au centre d'action. Tu peux avoir un front qui avance, et s'il tombe sur un anticyclone, à cause de la haute pression et la masse d'air qui est plus sèche, ton front il peut arriver à venir sur le centre d'action et le mourir dessus. Donc tu peux avoir ton front qui est en train de se déplacer, et dans une configuration, le front il va jamais rentrer sur toi parce qu'il y a que le centre d'action. Avec l'anticyclone, tu l'as revoir. Tu parles du front froid. Les fronts, c'est du nuage, c'est de l'humidité. Donc après, si tu as ton anticyclone qui fait barrière, qui est entre ton front qui vient sur toi et toi, l'humidité, tu l'auras pas. Ouais, ça va le dévier. Ton anticyclone, il est au centre, donc c'est toujours un front froid qui arrive sur sa front chaud. Non, là c'est tes fronts.
C'est pas l'anticyclone. Ouais, là on est vu horizontal, alors que quand on parle vraiment de front et d'anticyclone, on va être vu d'au-dessus. Donc on est vraiment... en gros, je sais pas si... Disons que le centre de ma main, ça va être ta dépression, tu vas venir tourner dans ce sens-là, et ce que disait Nico, c'est que si tu arrives avec ton anticyclone, je sais pas, ici, toi quand tu es là, en fait, ton anticyclone, il va venir dévier tout ça et les empêcher de rentrer sur toi. Et du coup, ça va passer plus au nord et tu vas être épargné, quoi. D'autres questions là-dessus? Du coup, un front chaud est toujours plus facile d'un front froid, mais pour ça on dit souvent ouais, c'est un front froid qui nous arrive dessus, c'est un front chaud qui nous arrive dessus. Ça veut dire qu'en fait ils peuvent se créer bien en avant par notre position et on peut se prendre que l'arrière. En fait c'est ça que j'ai toujours eu du mal des fois à capter. Ouais, alors des fois il se peut que tu vois pas le premier front. Parce que tu as une masse d'air qui est pas forcément très humide. Ta masse d'air chaud elle est pas forcément hyper humide et du coup t'as pas forcément cette suite de stratus qui va se présenter, t'as pas forcément quelque chose de... Les nimbostratus, il y en a pas tous les 4 matins non plus, donc c'est vraiment, voilà, des fois tu vas rater la première et derrière tu vas avoir le front qui va arriver dessus, le deuxième, et là pour le coup il est plus actif, on est vraiment sur l'instabilité et tu vas le voir passer. Et du coup il sera peut-être un peu moins violent que dans le cas où on aurait vu un front chaud marqué. Je sais pas si on peut faire une généralité comme ça, parce qu'à partir du moment où... Ouais, en fait, tes facteurs, ça va vraiment... Enfin, pour moi, les facteurs va vraiment être la différence entre la température au sol, l'humidité présente, et la température... Enfin, la différence entre le sol et les masses plus hautes. Donc, c'est pas forcément... tu peux avoir eu un très bon échange sur le premier front, et ici arriver avec un truc qui s'est un peu essoufflé, au final, ça s'est bien équilibré à l'avant, et du coup, ta masse d'air chaud, elle est plus si chaude que ça par rapport à celle de derrière. Ou au contraire, tu peux avoir quelque chose où ça s'est... Franchement, je vois tous les scénarios qui... C'est pas... On se rend compte que l'erreur classique qu'on fait souvent, c'est quand on parle de frontologie, quand on aborde le sujet, on fait quelque chose à la même longueur, très idéal. Et tu peux très bien avoir ton front chaud, qui est, si on fait un trait qui est plus petit, et avoir un front froid qui est très grand derrière. Et tu peux très bien être en dessous de ton front chaud, toi pas le voir passer parce qu'il va passer peut-être plus au nord de toi par exemple, et toi après choper le front froid dans la gueule. Et faut comprendre l'aspect frontologie comme on te l'a fait aborder sur les brevets, et après il faut essayer de sortir du schéma et de se dire voilà, j'ai les éléments pour replacer ma masse d'air, comment ça fonctionne. Mais sortir un peu du cadre et se dire voilà, là j'ai les éléments et puis qu'est-ce qui va me venir sur moi en fait. C'est vrai qu'on voit souvent ce schéma-là et ça du coup. Ouais, il est très idéalisé. Ouais, voilà. D'accord. Quand tu parles de premier, deuxième front, le premier tu ne perçois pas, c'est dû à... Tu vas l'imaginer, c'est dû à la rotation que tu expliquais tout à l'heure, au soulèvement qui revient, c'est ça que tu appelles premier, deuxième, troisième ou... Non, alors en fait, si on revient sur ma perturbation vue d'au-dessus, je vais y arriver, je vais imaginer que je suis un point ici et que tout ça se déplace. Donc on a vraiment les vents qui circulent autour de la dépression. Et par exemple, si cette dépression-là, elle va d'ouest en est, et que j'imagine qu'elle se déplace vraiment, voilà, typiquement, c'est ça, ouais. Là ici, on voit que si on regarde la pointe de la Norvège, ils sont avant le premier front qui va être ici et le deuxième front qui va être là. Là c'est vraiment plutôt bien délimité, on voit la différence. Et puis si on regarde le lendemain, et ben en fait elle a eu... On voit que cette dépression, elle s'est déplacée par là, l'air autour a continué à tourner, et ici est passé le premier front ici, et le deuxième front là. Et c'est vraiment ce que je veux dire, c'est qu'en général, comme ça tourne dans ce sens-là, on va d'abord voir les nuages de type stratus et autres, et ensuite ceux de type cumulus derrière. Et donc là, on voit que ici, bah forcément, si l'air maintenant est là, qui venait d'ici, il est forcément passé par là. J'ai pas pris les images entre les deux, mais on peut facilement imaginer que la pointe de la Norvège a vu le premier front avec les stratus d'abord et ensuite le deuxième. Donc les fronts sont quand même limités.
Géographiquement, tu veux dire? Oui, enfin, le nombre de fronts qui passent sur une zone. Oui, tu peux pas. C'est pas quelque chose qui est cyclique sur le moment. Enfin, sur le moment, dans une zone définie, puisque ça bouge. Oui, c'est ça, ça se déplace. La perturbation, elle se déplace. Elle vient. Oui, souvent, on parle de perturbations qui se créent par ici, puis qui se déplaceraient. Tout comme tes ouragans vont se déplacer. Donc on peut considérer premier, deuxième, voire troisième ou. Pas sur la même perturbation, ce serait une autre perturbation qui arriverait. C'est ça, d'accord, c'est une autre perturbation. Ouais. Non, On oui, met vu l'image avec l'affrontement avec la masse d'air polaire et le partie plus chaude. Laquelle? Peut-être t'avais. Ici, là. Ça? Je sais plus, un peu plus en avant. Tu sais, où tu montrais bien le mélange entre les deux, en fait. Le mélange entre... Ah, dans les images que j'ai prises Ouais, de. dans ce que t'avais. Celle-ci? Ouais, voilà. Et du coup, tu vois qu'en fait ça bouge. Et comme ton front, c'est un affrontement de masses d'air. C'est deux masses d'air différentes qui se collisionnent. Donc, du coup, tu vas avoir éventuellement un front chaud, un front froid, mais comme c'est un mélange, tu vas retrouver au maximum de. Oui, voilà, c'était. Je me demandais, est-ce qu'on Après, tu peux livrer à deux dans l'esprit, Oui. en termes de Sinon, de vision des c'est choses, ça. comme Ouais. le deuxième. Bah, là, tu vois, typiquement sur cette image, effectivement, là, t'en as bien une qui est délimitée ici. Voilà, c'est ça. Là, t'en as une autre qui est par là. Voilà. T'en as un début de remontée d'air ici. T'es vraiment sur des événements. Et si ça, on le déplace dans le temps, voilà, on voit que ça bouge. Oui, oui. On voit que ça part, en l'occurrence, vers l'est. Mais voilà, on va vraiment avoir cette circulation. Pourquoi vers l'est? Parce que là, on est vers les pôles. Mais voilà. Ok, merci. Je parle de sens de rotation et je parle de direction, etc. On est d'accord que dans l'hémisphère sud, c'est tout inversé. Ça marche. Je vois tout le monde hocher la tête. Donc oui, voilà, on revoit, bah tiens, c'est explicite, front chaud, front froid. Plus de détails, plus de nuages qui sont représentés. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure, les cirrus, le voile qui arrive, les cirrostratus un peu plus bas, altostratus, encore une fois, on n'est pas obligé de tous les avoir à chaque fois. Hein. On est vraiment dans un cas idéalisé, les isaltostratus, le nimbostratus quand vraiment c'est chargé d'humidité et qu'on a un échange qui fait qu'on condense énormément. Les pluies en dessous, des petits cumulus de beau temps qui traînaient par là et qui sont vite recouverts par tout le reste. Les stratus de traîne de front chaud, on va dire. Et puis là, on arrive, c'est votre après-midi à Annecy en plein printemps où ça commence à développer. Et vous avez votre cumulonimbus qui finit par se former, qui vient lui buter. Alors pourquoi cette tête d'enclume? Parce qu'il vient buter sur la troposphère. La tropopause, exact. La couche de la troposphère, c'est la tropopause. Et du coup, bah, il a plus de place pour monter, du coup, bah, il s'écarte un petit peu et puis il finit par refroidir et redescendre. Et puis derrière, donc voilà, on l'avait dit, les cumulus. Alors, je découvre le cumulus mediocris. Il doit pas être super bon parce qu'il est médiocre. Et les congestus, voilà, ces choses-là. Et du coup, ce qui m'intéressait aussi, c'est ce qu'il y a en bas. Localement, si moi je suis à un point sous le début de mon front chaud, là, je vais voir des vents qui vont tendance à être ouest. Puis la masse d'air se décale, moi je bouge pas, et je vais voir des vents qui vont tourner, au lieu d'être complètement ouest, ils vont être ouest-sud-ouest. Et puis dans la phase 3, on va dire, ils vont être plus sud-ouest. Et en gros, cette variation de vent, cette rotation de vent autour de ma dépression, bah, moi localement, ça va se manifester par un vent qui avait tendance à venir comme ça, puis qui va tourner, et puis qui petit à petit va changer de direction. Donc moi je bouge pas, la dépression elle me passe au-dessus dans le cas idéal, et on voit ces manifestations de vent. Ça c'est. Enfin, j'ai toujours du mal à piger ça. C'est tout le temps vrai. C'est que l'hémisphère nord déjà, j'imagine. Oui, c'est dans l'autre sens à l'hémisphère sud. Et toi, on a des pertus quand on dit qu'on a des retours d'est ou des trucs comme ça. J'imagine que ça va pas être le même schéma que ça. Oui, parce qu'en fait, tu viens rajouter les... Là, c'est vraiment très idéalisé. Okay. C'est vraiment la théorie la dépression, elle passe par là et elle fait comme ça. C'est vraiment le... Donc c'est vraiment lié au déplacement de ta dépression avec Coriolis et tout ça. Quoi. Enfin, c'est Ouais, oui, c'est ça. C'est complètement la circulation. Si tu regardes... Bah tiens, on va rester sur l'ouragan. Si tu regardes,
T'as vraiment tes vents. Non, pardon. C'est pas la bonne idée. Voilà, t'as vraiment tes vents qui, si moi je me présente ici, bah forcément mes vents ils vont être un peu sud-ouest. Et puis la perturbation va se déplacer. Au lieu d'être ici, bah, je vais être ici et j'ai un ouest très marqué. Et puis elle va finir de passer. Là, je vais avoir du nord-ouest et complètement du nord, admettons, entre les deux. Quoi. Et ça, c'est vrai. Si tu es au sud de la, effectivement, si tu es au sud de la perturbation, si tu es au nord de la perturbation, bah, tu vas avoir des vents qui vont être dans l'autre sens. Mais souvent, ce qui nous intéresse, c'est que, enfin, ici, tu vas peu la ressentir, tu vas être juste dans la masse d'air froid, et en fait, voilà, j'ai du vent qui tourne justement dans l'autre sens, qui va avoir tendance à être plus est, mais voilà, c'est parce que bah, au sud de moi, je vais avoir la dépression qui va être en train de brasser tout ça. Et forcément, la dépression, elle n'est pas toute seule. Là, j'ai une dépression, là, j'ai un anticyclone, là, j'ai une alternance, on le voyait tout à l'heure, des différentes cellules. Donc ça marche pour notre latitude de 45 à peu près. C'est ça. Ce serait pas la même si on était au Maroc. C'est ça, tout à fait. Typiquement. Puis dans les Alpes, il y a la proximité de la Méditerranée, bien dans notre coin, où c'est plutôt les vents dominants nord-ouest, c'est Atlantique. C'est ça, exactement. Oui, je parle... C'est pas mal l'influence de la nature du sol en amont, en fait, qui prend les caractéristiques de d'où vient le vent. C'est-à-dire que comme tu as la configuration française, là ce qu'elle est expliquée avec le vent, la configuration du pays, bah, les masses d'air en ouest, elles viennent de l'Atlantique, donc ça apporte de l'humidité. Tu vois. Et du coup, localement, en fonction de où est-ce que tu vas voler, si tu voyages, bah, au pays, il faut regarder, voilà, selon sur un autre pays, tu n'auras pas la même logique. Et se dire bah, d'où est-ce qu'elle vient la masse d'air et du coup, quelles caractéristiques elle va prendre. Est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide, est-ce qu'elle est froide, si c'est du nord, si elle est chaude, si c'est du sud pour la France. Sauf dans le Queyras. Ce sera plus pour l'est et la Méditerranée. Ouais. Oui, mais voilà. C'est vrai tout au long de l'année ou il y a des saisonnalités aussi? D'où est-ce qu'elle vient ta masse d'air? Après, si tu as une grande descente d'air froid qui descend, ouais, forcément sur le pays, même à l'automne, tu peux avoir des chutes de température assez fortes. C'est pour ça que c'est important de l'aspect là qu'elle aborde, les cartes de pression, d'aller prendre l'information avant de regarder ta météo, pour déjà te faire une idée de qu'est-ce qui va m'impacter en fait. Ouais. J'ai un slide De carte caché. de pression. Non, pas de carte de pression, du pôle où tu vois vraiment bien le pôle d'air froid qui redescend sur les différentes latitudes. Et je le montrerai après. Mais... tac. Et du coup, je passe sur les brises. C'était clair sur les perturbations, ça va. Alors, brise, bah justement, pour tous ceux qui ont été sur la côte, l'une ou l'autre d'ailleurs, vous avez globalement tous les jours où c'est ensoleillé, parce que le soleil va, encore une fois, vraiment être le moteur de ce mécanisme-là. Ce qui se passe, c'est que une fois que le soleil se lève, l'air... Je vais commencer dans l'autre sens. Pardon. La nuit. L'eau a eu tendance à chauffer toute la journée. Elle a une inertie thermique qui est plus importante que la Terre. Elle va rester chaude un peu plus longtemps que la Terre, qui, elle, va souvent avoir tendance à refroidir assez rapidement. Du coup, vu qu'elle est plus chaude, l'air qui est juste au-dessus est plus chaud aussi. Étant plus chaud que le reste, il s'élève. Et ça va faire un appel d'air de la Terre qui va venir remplacer l'air chaud qui s'était élevé. Globalement, ça va être toujours le mécanisme, c'est une boucle, c'est la poule et l'œuf, mais le moteur, ça va être l'air chaud qui va vraiment vouloir s'élever. Donc ça, c'est notre brise, j'ai pas mis la légende, de terre, qui vient de la terre vers la mer. Je dis pas de bêtises? Ouais. Et derrière, on va avoir le phénomène inverse dans la journée, le sol plus réverbérant, moins inerte thermiquement, va chauffer plus vite, va chauffer l'air qui est au-dessus aussi plus vite. On va avoir une ascendance sur la Terre et un remplacement de l'air qui vient de la mer, qui a tendance à être un peu plus fraîche souvent le matin. Enfin, quand ça chauffe le matin, c'est encore trop froid en mer. Donc typiquement, c'est ce qui fait qu'on peut s'amuser tranquillou à la dune, c'est que les plages de Normandie sont sympathiques, les plages californiennes et d'autres spots sympas, toutes les plages, exactement, toutes les plages. Et on a le même phénomène en montagne, mais sous d'autres échelles. Là, cette fois-ci,
Si on regarde ce qui se passe sur nos montagnes, on va avoir les versants est, exposés est, qui vont chauffer en premier. Donc l'air qui était relativement froid de la nuit va chauffer sur mes versants est. Ça va s'élever à cet endroit-là, ça va redescendre le matin encore tôt des versants ouest pour venir combler ça, et ça va remonter aussi de la vallée pour venir combler ça. Une fois que le soleil est un peu plus au zénith, on va chauffer les deux côtés, mais toujours le haut va avoir commencé à chauffer avant. Donc les montagnes, les versants de mes montagnes qui ont chauffé vont s'élever. En plus, il y a de la pente, ça facilite l'écoulement. Petite parenthèse, pour visualiser l'écoulement de l'air dans une vallée, là où vous êtes en train de voler, moi ce que je fais, c'est que j'imagine que mon sol, admettons qu'il a un relief comme ça, je me dis, si c'était le plafond de ma salle de bain et que j'avais la condensation qui cherchait à s'écouler, où est-ce que ma goutte d'eau, elle viendrait se détacher? Où est-ce qu'elle accélérerait? Où est-ce qu'elle viendrait s'accumuler? Et où est-ce que ma goutte d'eau ou mes colonnes d'eau, elles commencent à tomber? Et ben, c'est exactement l'inverse au niveau du sol. Mon air chaud, il va s'élever en prenant le chemin de facilité. Si là j'ai une pente, bah, je vais suivre la pente parce que c'est plus simple. J'ai pas à me battre contre toute l'air qui est au-dessus de moi. Je vais juste me faufiler là sur le côté et je vais monter avec. Donc c'est ce qui se passe sur nos versants. L'air chaud au niveau des versants du sol va remonter le long des pentes et se détacher typiquement au niveau des crêtes. C'est pour ça qu'on a des convergences, c'est pour ça qu'on a des fois une petite butte au milieu d'un truc un peu plus plat qui va venir détacher la colonne d'air à cet endroit-là. C'est aussi pour ça que des fois des arbres suffisent à déclencher quelque chose qui aurait chauffé juste en dessous, et puis voilà, j'ai un arbre et hop, je me décolle. Donc ça, c'est notre brise de vallée, où l'air va vraiment remonter de la vallée et se détacher. Et puis la nuit, forcément, on a l'inverse. L'air qui était dans la vallée, il est encore un peu plus chaud, il met du temps à refroidir. En plus, souvent, on a du goudron, on a des maisons, on a des champs, on a toutes ces choses-là. On a moins de cailloux et plus de végétation. Donc, l'air dans la vallée va rester chaud un petit peu plus longtemps. L'air des versants va refroidir et va redescendre. Et c'est notre katabatique qu'on déteste quand on essaie de décoller tard. J'avais prévu des petites cartes, mais du coup, c'est parfaitement dans le thème de celles que vous avez dans les mains, avec les différentes... Non, comment je fais un... Voilà. Avec les différentes brises. Nous, on est... Que je dis pas... On est là, voilà, par là. On voit bien notre brise qui a tendance à remonter vers Chambéry. Donc je parle des brises dominantes, on n'est pas sur les détails de ce jour-là, il y avait du nord, ce jour-là, il y avait de l'est, etc. Et on peut voir vraiment tous les écoulements qui partent de plutôt la vallée ici qui est plate, qui remontent le long des différentes vallées pour aller vers là où c'est plus élevé et là où les altitudes de montagne sont plus importantes. Je crois qu'il y a une erreur sur cette carte, la brise du Grésivaudan, justement, elle va vers le sud. Oui, à l'envers, Ok. Sur le site internet, c'est écrit en dessous de la carte, attention, c'est le Grésivaudan. Ok. J'étais en train de me dire, j'ai toujours cru que c'était dans l'autre sens et du coup j'étais là, bon, bah d'accord, je me suis trompée. Mais très bien. Mais Merci. les autres sont bonnes. Hein. Les autres sont bonnes? Ouais. D'accord. Ça marche. De Montmélion à Ici, là, celle-là. remonte là-bas. La vallée du Grésivaudan. Celle-là, là, elle est dans l'autre sens. Mais Alors après, vers attention, le nord, vers voilà, une fois que tu as passé vers Chambéry, Chambéry, ça va dans l'autre c'est sens. dans l'autre C'est sens. ça. Vers Chambéry, on a par là. Donc en fait, on a ici un truc qui vient écraser, puisqu'on a deux brises qui partent de... Soit on a assez d'air pour venir de Chambéry pour venir alimenter les deux, soit on a une tendance à un peu Là, écraser on à est cet dans endroit. un cyclone, il n'y a pas de vent météo. Là, c'est Ça, pas la brise, c'est au sol. Ouais. Là, les vents météo, on les ignore, ils sont au-dessus. Voilà. En général, la brise prend le dessus. Donc voilà, ça c'est les petits exemples. On voit là-bas le lac d'Annecy. Et, voilà, avec Doussard où il y a toujours ce petit vent sympathique qui vient nous faire du gonflage, qui est en fait une brise. Si les brises, ça vous intéresse, il y a sur Vélivol, il a rajouté un modèle qu'il a appelé Arome B, brise. Et du coup, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais en gros, avec les modèles météo des dernières années, avec des modèles un peu fins, il a récupéré du coup à peu près les brises, les directions et les forces moyennes par mois. Ça, c'est accessible sur Vélivol, c'est assez sympa. Pour des gens qui ne connaissent pas du tout, on se demande un peu dans quel sens ça va. Et tout. Des fois, c'est clair, des fois, c'est plus difficile de se demander un peu Oui. quand c'est un peu tortueux. Et ça vous intéresse. D'accord, Vélivol.
Le Ok. niveau, il a on peut choisir le modèle pour les prévisions normales, quoi. Et si on veut la brise, c'est le nom du modèle espace où il y a mis un B. D'accord. Du coup, on peut plus choisir l'heure et le jour, parce qu'en fait, c'est pour chaque mois, il a fait des calculs. D'accord. Et du coup, il a détaillé les tendances par mois. C'est ça par mois. Et c'est pas des tendances mesurées, c'est des tendances issues du coup des modèles météo à MySQL. Donc c'est Arome et Icon, je crois qu'il a pris. Ok. D'accord. Et du coup, il a sorti de cartes de brise avec les forces moyennes, pareil. Je l'ai regardé dans les régions qu'on connaît, quoi, autour de chez nous, c'était pas déconnant. Ok. Typiquement, à Brun-Paris, on arrive facilement sur des 25 de brise souvent. C'était pas mal. D'accord. Ok. Bah voilà. Surtout du coup pour des régions qu'on connaît pas, ça peut être sympa. Bah oui, oui. Ouais, et puis voilà, toutes ces zones de convergence, toutes ces zones où on sait pas trop qu'est-ce qui se passe ici. Je devrais arriver de là, mais peut-être que je viens de là aussi. Enfin voilà, des fois les cartes en relief sont géniales pour voir les brises, et il y a d'autres fois où je regarde la carte et je sais pas du tout dans quel sens ça souffle. Sur la brise de notre vallée dans le Grésivaudan, donc on a dit qu'elle va du nord au sud en fait. Ouais. Et c'est parce que c'est les massifs plus au sud qui tirent plus que c'est plus élevé au nord normalement. Je pense que c'est plutôt le lac du Bourget en fait qui envoie de l'air. Et en fait, justement, on parlait de Brun-Paris. Et donc en fait, au niveau de Brun-Paris, ça part donc au niveau du Grésivaudan, ça descend donc vers le sud. Et puis de l'autre côté, dans la combe de Savoie, ça part dans l'autre sens. Et dans la vallée d'Alvar, c'est nord quand même aussi, non? La brise. Alors dans la vallée d'Alvar, c'est un petit peu à part, quoi. Un peu isolé. Et ouais, voilà, c'est isolé. Et je me rappelle plus. Donc faut voir. Du fait des étendues d'eau, en fait, ça va favoriser les échanges de chaleur par rapport à une brise, c'est un échange de chaleur. Ça va favoriser l'ensemble et ça va permettre de mettre en place quelque chose de plus net. Là, dans la vallée du Grésivaudan, on part des petits lacs ou le fleuve, mais on a beaucoup moins d'eau et bizarrement, la vallée est très large, du coup, tu as beaucoup moins d'air de façon générale. Sans la météo. En général, c'est assez net où est le haut et le bas, sauf le Grésivaudan, c'est complètement plat avec de grosses vallées bien nettes à chaque bout. Alors, forcément, oui, c'est ça. C'est des choses bizarres. Oui. C'est vrai que des fois, on a, en fait, quand il y a un peu de nord, justement, ça s'additionne des fois aux brides. Et en fait, dans la vallée du Grésivaudan, effectivement, on peut avoir une espèce de confluence, parce que ça vient d'un côté de Voiron et de l'autre de Chambéry. Et en fait, selon la force du vent, ça va varier. En général, cette confluence se situe au niveau de Montbonneau. Mais ça peut être un peu avant. Des fois, ça se situe au niveau de la terre de Sarnaz, donc on n'arrive jamais à se poser. Ça peut être une explication, il n'y a pas que celle-là. Et voilà, c'est effectivement une manifestation de ce que tu décris. Tu vas les partager les slides ou pas? Ouais, je vais les partager. Si vous voyez quand même. Ouais, c'est ce slide dont je parlais tout à l'heure, où on a vraiment le. J'ai toujours le point. Ouais. On a vraiment ici le modèle théorique avec la masse d'air froid en haut qui tourne bien de façon organisée, etc. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a par endroit de l'air chaud qui remonte, la masse d'air froid qui redescend. Merci. Et on a ce mélange qui est voilà, très, très irrégulier et beaucoup moins clean que ça peut être représenté au début. Voilà, ça c'était un slide. J'avais fait une présentation sur les mécanismes de... Pourquoi est-ce qu'avec le changement climatique, on vient sur des événements climatiques qui sont de plus grandes amplitudes ou qui arrivent plus souvent ou qui sont plus persistants dans le temps. Et typiquement, voilà, c'est des effets comme ça. Je sais pas si ça a été une question au fond, je sais plus qui l'avait posée. Mais je pense qu'on en aura beaucoup plus sur ce sujet avec la conférence de... J'ai oublié son nom. Qui viendra nous présenter ça. Le 7 avril, vous avez tous reçu un petit courrier. Donc Hubert Aupetit, il va expliquer un petit peu peut-être ces choses-là. C'est pas vraiment le centre, mais c'est abordable. Voilà. Et bien c'est tout pour moi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer la main à Mans. Merci.